c'est parti. Donc on venait là pour parler de surcharge featurale ou encore de surcharge fonctionnelle. Et je vais essayer de vous expliquer comment perdre cette surcharge-là. Vous avez vu, on a fait un petit spoil, mais je ne parlerai pas de surcharge pondérale. En aucun cas. J'en ai un petit peu, je vais la garder, mais je vais plutôt vous parler de surcharge donc fonctionnelle. Avant de parler de ce sujet, je me présente très rapidement. Estelle Landry, je suis product owner dans une start-up Montpellier-Rennes dans le domaine de la publicité. Et avant, j'étais développeuse. Et ce que je kiffe vraiment, c'est d'essayer de comprendre un problème métier et de le retranscrire au niveau technique. Je fais partie des Duchesses, c'est une association qui essaie de promouvoir un peu la femme dans le domaine de la tech. On est des hommes, des femmes, et on essaie de se poser des fois des questions, partager des super confs, tout ça, tout ça. Je co-organise avec quelques collègues à moi le meet-up UX Flupa à Montpellier. Et pour terminer, je suis aussi co-organisatrice avec François qui m'a prêté ce super PC, merci beaucoup, Sonitech. Donc comme le DevFest Lille, on est une petite conf, on essaie de promouvoir un peu la tech et des super talks à Montpellier. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Maintenant, on va pouvoir commencer. Il était une fois une développeuse qui s'appelait Estelle. C'est bizarre, c'est mon nom aussi. Et elle est sortie de l'école et elle a trouvé un job de dev. Et c'était génial. Elle développait, même si au final le boulot s'arrêtait à 18h, elle était encore sur son PC après, elle découvrait plein de choses. Et on lui demandait de rajouter des fonctionnalités au fur et à mesure. Une fois qu'une était finie, ben, paf, au final, on lui demandait d'en rajouter à nouveau une. Bref, c'était l'éclate pour elle. Et elle avait quelques petites phrases du style... Non. Elle n'avait pas de phrase, en fait. On lui demandait rien. Voilà. On lui demandait, bah, écoute Estelle, ça serait pas mal de faire ça, comme ça d'ailleurs, et puis tu mettras ces couleurs. Tu trouves pas que c'est bien? Bah, Estelle, à ce moment-là, elle se disait, oui, si tu veux. Ensuite, on lui demandait, ouais, j'ai eu plein d'utilisateurs qui m'ont demandé ça, tu veux pas le faire maintenant, comme ça c'est fait, on leur fait plaisir. Ou encore, ah ben Estelle, pour valider ce prospect en client, parce que tu comprends, c'est un gros prospect, on a besoin absolument de ça. Ou encore, tu pourrais pas ajouter ça? Pourquoi pas? Ouais. Et j'en passe. Ah, ce bouton, il est trop gros, il est trop bleu. Change. Pourquoi? Et au final, elle adorait son job, mais elle a ajouté, jusqu'au jour où la feature de trop est arrivée. Vous savez, cette feature où quand vous la voyez, vous dites « Ah ouais, ça va être tellement compliqué d'ajouter ça ». Déjà, on a un programme qui est surgonflé, qui monopolise énormément de ressources. On a une interface qui devient assez compliquée. On a beaucoup Enfin, on sait que les utilisateurs perdent beaucoup de temps pour se repérer. Et là, vous me demandez de rajouter ça. Waouh! Et puis quand je vais voir dans ma base de données, qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi? Et finalement, ben, je me dis, bon, allez, on va peut-être faire ça comme ça, on va fusionner telle classe avec telle classe, on va faire un peu d'héritage par-ci, par-là. Et après, je vais voir le front. C'est un vrai site. Et du coup, je me dis, mais... Enfin, Estelle se disait, mais comment on va faire? Là, j'ai plus d'idée. Ça aura aucun sens si je rajoute tout un bouton dans ce merdier. Comment je vais faire? Donc, au final, Estelle est allée voir son project manager, si on peut dire ça comme ça, même si avant, ça n'existait pas encore, c'était chef de projet. Et elle lui a demandé, mais qu'est-ce que je peux faire, monsieur le product manager? Il lui a dit, bah, écoute, s'il y a trop de complexité, si tu peux plus, réécris un peu ton code. Ah ouais, ça va beaucoup m'aider. En fait, oui, ça a un peu aidé parce qu'au final, ça a amélioré la lisibilité de mon code, ça a amélioré pas mal de choses finalement, mais rien concernant ma complexité qu'il y avait dans l'application et qui restait quelque chose de lourd et que je ne savais pas manipuler. Du coup, je suis revenue voir mon product manager et j'ai dit, donne-moi un autre truc parce que là, je ne sais pas. Et c'est là où il te regarde avec des yeux profonds. Et qui vient vous dire, on va gérer la deck technique? Vous savez, c'est ce mot un peu buzzword qu'on utilise un peu au gré du vent.
Et au final, c'était pas une si mauvaise idée parce qu'on avait une application ultra vieillissante, une techno ultra vieillissante. On avait aussi plein de choses qui gravitaient autour qui étaient ultra vieillissantes. Alors, je vous parle d'une expérience où on développait une appli en VB6. Oui, c'était il y a très longtemps. Il y a très, très longtemps. On avait du Crystal Report, c'est un tout petit truc un peu horrible qui permettait de générer des graphes incroyables. Et finalement, on s'est dit que oui, en effet, peut-être Crystal Report, on allait le changer sur quelque chose un peu plus moderne. Ça nous ferait une brique en moins à gérer. On allait peut-être revoir un peu notre interface pour changer quelques boutons ou quelques appels. Mais au final, Estelle se rendait bien compte que la complexité continuait d'augmenter. Et que ce qu'on faisait, c'était simplement réduire la complexité accidentelle, cette complexité qui est créée par le code, et on ne faisait rien pour cette complexité essentielle. Vous savez, cette complexité qui n'est pas reliée au code, mais simplement au problème que vous êtes en train de régler en ajoutant des fonctionnalités. Et quand elle a su ça, elle s'est dit, OK, donc même si je règle ma complexité accidentelle, ma complexité essentielle, elle, n'arrêtait pas de monter, d'augmenter, de prendre énormément de place. On ne trouvait pas les bonnes solutions pour le bon problème, parce qu'on ne savait pas ça. Donc finalement, Estelle a essayé de chercher un petit peu s'il y avait des personnes qui rencontraient aussi ça, ce problème-là. Et elle n'a pas trouvé réellement de définition. Alors c'était il y a 7 ans. Donc du coup, elle s'est dit, je vais inventer un mot. Je vais inventer un mot, ça va être la surcharge featurale. Surcharge, c'est quoi? C'est une charge supplémentaire à la normale de fonctionnalités implémentées dans mon SI qui permet à l'utilisateur de faire ce qu'il doit faire. Du coup, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la première solution évidente à faire, à votre avis? On supprime des fonctionnalités. Il y en a trop. Ben voilà, on va les supprimer. Donc finalement, on ne va pas supprimer toutes les fonctionnalités, vous inquiétez pas, hein, le principe c'est de ne pas tout supprimer. Mais à ce moment-là, je me suis dit, on va supprimer les fonctionnalités qui n'ont pas beaucoup d'usage, mais qui sont ultra difficiles à maintenir. Vous avez cette fonctionnalité, je pense que vous l'avez tous dans votre application, qui est consultée 1 à 2 fois par an par un user spécifique, qui a des droits en particulier, et qui derrière, c'est un monstre à la gérer. Au niveau du code, c'est énorme. Voilà. Donc c'est celle-là des fonctionnalités dont je veux vous parler. Mais finalement, on se rend compte que même si on les supprime, supprimer des fonctionnalités, ça demande énormément de temps. Alors qu'en ajouter, finalement, on va ultra rapide. C'est ultra rapide pour nous de prendre en main une nouvelle feature et paf, de la mettre en prod. Supprimer, il y a un peu plus de choses à réaliser. Il faut aller voir toute l'imbrication. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'UI. Il faut peut-être contacter ses utilisateurs pour dire « Attention, tu es peut-être tout seul, mais je vais te supprimer cette fonctionnalité. » C'est un peu plus compliqué. Et en plus, je vous laisse imaginer. Je vous laisse imaginer la Estelle il y a 7 ans. « Eh les gars, j'ai supprimé 3 fonctionnalités cette semaine !» Ah ouais, mais Estelle, pourquoi tu es contente? C'est pas beaucoup vendeur. Mon chef de projet va me regarder en disant « Ouais, c'est génial, merci. » Mais bon, finalement, cette solution-là, elle n'était pas pérenne. Elle était bonne, mais elle n'était pas pérenne. Du coup, j'ai essayé la Estelle, dont il y a 7 ans, a essayé de chercher. Et elle s'est dit, peut-être qu'il n'y a pas d'autre solution que de laisser mourir son application. Vous avez cette application, finalement, vous la voyez, elle utilise des vieux frameworks, l'UI n'est pas très beau, l'UX, n'en parlons pas. Un peu comme Fogbugs il y a quelques années. Est-ce que vous connaissez Fogbugs? Tiens. C'était un outil de ticketing pour les développeurs, entre autres, mais pour les équipes techniques. Et ils se sont dit, ben voilà, ok, on va peut-être refaire, mais on va peut-être pas refaire exactement ça. On va peut-être essayer d'écouter nos utilisateurs, de prendre le besoin actuel et se dire, ok, on va refaire une appli qui correspond un peu plus aux besoins d'aujourd'hui. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Je pense que vous l'avez au moins utilisé au moins plusieurs fois, chacun d'entre vous. Ils ont refait Trello. Fogbugs, qui avant était un outil pas cool, un peu spécialisé pour les techs, etc., s'est dit on va faire un outil qui va peut-être avoir un besoin beaucoup plus grand et qui est cool et paramétrable, et c'est chouette. Donc finalement, cette solution, elle est pas mal. Donc la moralité de l'histoire, c'est aussi simple de dire que toutes les choses ont une fin. Et au bout d'un moment, une application, quand elle est vieillissante, quand vous ne savez pas quoi faire d'autre, il faut peut-être la laisser mourir pour en faire une mieux. Ça vous satisfait, ça? Vous avez envie de dire « Ouais, je reverrai ça dans 5 ans ».
et on n'en parle plus pendant 5 ans, vous faites juste que pisser des lignes de code. Ah non, hein. C'est pas sexy. Hein. Non. Du coup, la Estelle d'aujourd'hui, celle qui vous parle aujourd'hui, elle a regardé un documentaire il n'y a pas longtemps qui s'appelle « Hyperconnecté, le cerveau en surcharge ». C'est un documentaire qui dit tout simplement que notre cerveau en ce moment est en surcharge parce qu'on lui fait soumettre des notifications dans tous les sens. Notre PC du boulot, le téléphone, si on a des iPads, quand on revient à la maison, on a notre PC, etc. On a le téléphone toujours fixe, tout ça, tout ça. Et le cerveau, au bout d'un moment, il n'arrive plus à gérer tout ça parce qu'il a tellement de notifications qu'il explose. Il ne peut pas tout prendre, il ne peut pas tout gérer. Moi, je ne sais pas vous, mais des fois, j'ai envie d'enlever toutes les notifications que j'ai de mes réseaux sociaux et de juste y aller quand j'ai envie. Et c'est ce que j'ai fait, parce qu'au bout d'un moment, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Instagram, Twitter, ça fait lourd. Du coup, à ce moment, je me suis dit, OK, notre cerveau, il est en surcharge parce qu'il a trop d'informations. Mais ça ne ressemble pas un peu à notre application où on lui fourre beaucoup de fonctionnalités et on la blinde jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. C'est un peu nous. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer des méthodologies qu'on utilise sur l'humain, qui est en train d'être en pleine explosion, pour les appliquer sur une application? Est-ce qu'on peut faire cette translation-là? Allez, je me suis dit, en avant. Et du coup, je suis allée consulter le document spécialisé dans la psychologie humaine. Le document spécialisé, celui où tout le monde va regarder des choses super justes. Non, je rigole. Mais c'était un peu ma démarche. Je suis allée voir un peu ce qui existait, sur les plateformes de psychologues. Je suis allée voir une copine psychologue pour lui en parler et pour extraire quelques bons conseils que je pourrais réappliquer sur mon applicatif. Du coup, premier conseil, ma psy m'a dit, écoute, quand tu es comme ça, tu repars d'une page blanche. Vous savez, vous supprimez tout ce que vous avez, mais vraiment tout, et vous essayez de voir, dans la vie d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous botte, quel est votre but, vers quoi vous voulez aller. Du coup, forcément, vous allez me dire, ma famille, c'est important. OK. D'autres personnes vont me dire, le sport, c'est important. OK. J'aime bien mon groupe de lecture. OK. Donc ça, vous les ajoutez, mais pas plus. Vous arrêtez juste là et vous essayez de voir si la vie, elle va bien avec que ces petits blocs que vous avez juste ajoutés. Et donc, c'est là où j'ai cherché un petit peu à savoir comment on allait définir ça pour notre applicatif. Je suis allée voir du côté de Simon Sinek, qui a réalisé le Golden Circle. Alors, le Golden Circle, c'est assez simple, en fait. Simon nous dit que les entreprises qui arrivent à définir pourquoi, comment et quoi, au niveau de leur structure, ont une belle vision et arrivent à avoir plus d'utilisateurs, plus de personnes convaincues avec eux dans la réalisation de celle-ci. Alors la question du why, c'est « why do you do what you do ?» C'est-à-dire pourquoi tu fais ce que tu as envie de faire, pourquoi tu fais ça, quel est ton but. Et finalement, ça reprend un peu ce qu'on a dit tout à l'heure pour essayer de savoir quels étaient les engagements, quelles sont nos actions qu'on va réaliser à partir d'une page blanche. Et pour ça, il existe souvent des ateliers utilisateurs qu'on peut réaliser dans votre société pour définir vraiment les éléments spécifiques, votre engagement, le but, tout ça, tout ça. Et cet atelier que j'ai utilisé, c'est le Cover Story. Alors le Cover Story, l'objectif est de définir seulement où sera votre société dans 5 ans. Pourquoi on parlera d'elle? Quel va être le produit phare? Pourquoi ce produit va être ultra bien? Et donc du coup, c'est une activité ultra créative. Vous pouvez faire venir tout le monde. Et ce qui est chouette, c'est que vous arrivez à définir, sortir des idées qui sont juste extraordinaires. Alors, vous devez définir la couverture, l'entête, les barres latérales, la citation, les images, tout ce qu'il y a dans les éléments de brainstorming, c'est-à-dire tous les mots que vous allez essayer de sortir dans cet article. Et pour ma part, je l'ai fait dans ma société et on avait plein d'idées. Ça fusait, on a sorti les post-it et les stylos, attention, et on a eu énormément de réponses. Et au final, on en a sorti un super, alors c'est quelque chose de très simplifié que je vous ai fait, mais un super poster où on explique pourquoi Helium sera connu, donc ma société sera connue dans 5 ans.
Et vous voyez, dans le brainstorming, il y a des mots assez forts. Transparence, consolidation, performance, simplicité. Dans les citations, on met en avant notre cible. On est une solution pour les agences, les annonceurs dans la publicité. Bref, on essaie, dans cet article, de lister notre but, notre essence. Et ça, finalement, ça répond bien au pourquoi. Et je vous incite à le faire, à prendre quelques minutes. Nous, dans l'occurrence, il y avait quelques développeurs, des gens du marketing, les CEO et CTO. Et on a essayé de faire ça tous ensemble, mettre en avant tous ces points-là et voir comment ça s'articule. Et maintenant, vous savez, ça, c'est imprimé et c'est partagé de tous. Pour que tout le monde sache pourquoi on est là. OK. C'était chouette. Mais c'est vrai que là, c'est que des phrases. C'est que des mots. Et on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire. C'est vrai que Simon nous dit qu'une fois qu'on a défini le pourquoi, il faut savoir ensuite définir le comment. Et ça, finalement, je n'ai pas trouvé forcément d'atelier particulier, mais je me suis dit que ça serait chouette de récupérer tout ce qu'on a dit pendant l'atelier du Cover Story, l'emmagasiner et me dire, OK, comment je vais arriver à avoir tout ça? En faisant une application, OK. Et comment je vais réussir à partager cette application, ces traits d'application? Ça, je n'ai pas trouvé. Et je me suis dit, actuellement, en UX et aussi dans le marketing et dans la tech, on utilise beaucoup les personas. Qui sait ce que c'est un persona? Bon. Un persona, pour ceux qui n'en ont jamais vu, c'est un moyen de réunir tous les éléments de votre cible utilisateur. Souvent, on en fait 2, 3. Et ce qui est important, c'est de le personnifier. C'est de lui créer une âme à ce persona. De lui définir une histoire. Pour que, du coup, quand on va penser une nouvelle fonctionnalité, on se dise, OK, comment va prendre en main Clark? Comment va jouer Clark? Qu'est-ce qui va se passer avec cette fonctionnalité-là? Est-ce que ça va être bien pour lui? Est-ce que c'est en raccord avec ce qu'il attend? Ça, pourquoi pas le transposer pour notre application? Faire un persona applicatif. Ça peut paraître bizarre. OK, c'est une application, pourquoi je fais un persona? Mais c'est un moyen assez simple et rapide de partager le comment, c'est-à-dire qu'est-ce qu'est votre applicatif et qu'est-ce qu'il va faire. Là, en l'occurrence, mon persona applicatif, vous avez vu, c'est un joli octopus. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure dans le Cover Story, mais il devait agglomérer plein de tech partners, plein de partenaires via des API. Donc l'octopus, c'est chouette, ça reprend cette idée-là. Ensuite, on lui a rajouté une histoire. On lui a dit qu'il avait beaucoup de frustration parce qu'il avait beaucoup d'indicateurs qu'il devait ingérer. On lui a fait tout ça. Et ça, en fait, si vous lisez entre les lignes, c'est un peu toutes les features clés que fait notre application. Et ça, ce persona applicatif, il est aussi ultra important, comme le Cover Story, parce que c'est des choses à chaque fois qu'on réfléchit notre roadmap, on se réfléchit en disant, OK, est-ce que c'est dans la philosophie de Terra? Est-ce que c'est dans l'environnement de Terra? Notre octopus. Bon, du coup, on a des blagues rigolotes avec l'octopus, tout ça, mais bon. Du coup, ça ramène un peu de gaieté dans l'open space, c'est chouette. Du coup, voilà. Avec ces 2 petits ateliers, finalement, qu'on a réalisés, on a défini le pourquoi, le comment. C'est quelque chose maintenant qui est rentré dans tous les gens de l'open space. On sait où on va et par quels moyens on y va. Du coup, je suis revenue voir ma psychologue. Je me suis dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça y est, on a géré les principes de base. Comment on passe à l'étape suivante? Elle m'a dit, c'est très simple. Ah oui. On va essayer d'ajouter quelques activités que tu aimerais bien faire au fur et à mesure, pas tout le temps, parce que tu as fait quand même une surcharge un peu mentale. Donc, au fur et à mesure, tu vas rajouter plusieurs éléments. OK. Par quoi c'est difficile à dire côté applicatif. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai repris mon Golden Circle et je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Qu'est-ce qu'on va ajouter? Comment je vais savoir ce que je dois ajouter dans mon applicatif? Quelle priorité je dois donner à tout ça? Et pour ça, en fait, il y a quelque chose qui existe depuis longtemps qui s'appelle le card sorting, le tri de cartes. Est-ce que vous l'utilisez? Je vois quelques mains levées, mais pas beaucoup. Alors, le tri de cartes, c'est assez connu parce que c'est très lié à toutes les méthodes agiles, surtout du Scrum, du XP. Chaque début de sprint, ce qu'on dit, c'est ou chaque début de... Alors moi, je le fais on ne fait pas trop de sprint chez nous parce que ça va très très vite et on est tout petit, donc c'est difficile de maintenir des sprints. Mais on pose une roadmap d'un mois et on essaie de lister les fonctionnalités qu'on veut développer. Ça, je l'ai réalisé sur une roadmap qui était en cours.
Donc à tout moment, vous pouvez le réaliser. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous faites en début de projet, forcément. Vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Vous vous posez. Moi, j'ai décidé de faire intervenir un utilisateur qui est un peu un bêta-testeur avec nous. Et on a posé la question de qu'est-ce qu'on fait après, quelles fonctionnalités on va venir rajouter à notre produit. Et du coup, on a commencé à opérer, à faire nos petites cartes. Chacun a pris des post-it, on a listé plein de choses. Des choses ultra réalisables, comme créer une campagne de publicité, ou des choses un peu farfelues, comme avoir une licorne avec des ailes, bref. C'est-à-dire un Pégase, mais bon, bref. Et tout ça, on a essayé de les lister tous ensemble, de venir les trier. Et on en a fait des petits regroupements. On a jeté les cartes qui nous servaient pas pour le moment et on les a essayé de les regrouper. On peut faire un tri de cartes fermé comme on peut faire un tri de cartes ouvert. Un tri de cartes ouvert, en fait, c'est simplement que vous n'avez pas défini les groupes auparavant et vous laissez dans l'atelier les gens créer ces groupes. Pour voir finalement, vous aurez peut-être créé un groupe utilisateur, mais peut-être que pour votre utilisateur, ça n'a pas d'intérêt parce qu'il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités. Voilà, c'est ce genre de choses. Et ça fait des grosses discussions. Ça, en début de roadmap, on peut passer 2 à 3 heures autour de la table pour discuter de qu'est-ce qu'on va revenir rajouter et qu'est-ce qui est le plus important. Et je vous avoue que quand on ne le fait pas, la navigation, des fois, c'est pas forcément beau parce qu'on a envie d'ajouter plein de blocs. Et finalement, quand vous rentrez en tant qu'utilisateur dans une appli, que vous voyez dans la barre de notification plein de trucs sur 2 niveaux, des boutons, des call to action en haut. En plus, c'est en allemand, donc c'est illisible, c'est chouette. Mais du coup, voilà, c'est assez illisible. Et je me dis qu'avec du card sorting, on a finalement un peu libéré tout ça. On a revu un peu notre navigation, on a repensé nos entités. De manière aussi à ce que ça corresponde à nos utilisateurs. Et pas que ça nous aille bien au niveau du développement. Et à la fin, pour savoir un peu mes priorités, parce que c'est chouette d'avoir des fonctionnalités, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut savoir les prioriser. On a fait un petit dot voting. Le principe, c'est que chaque personne autour de la table a des points. Et va attribuer le nombre de points qu'il souhaite. Ça peut aller de la totalité de ses points à 0 sur chaque carte. Et à la fin, c'est chouette parce que ça vous donne un petit peu, voire même beaucoup, les futures tâches de votre map découpées avec la priorité. Comme quoi, finalement, 2-3 heures du temps, ça permet aussi de régler plein de problèmes, de prioriser tout ça et de ne pas revenir dessus. Ensuite, finalement, là, on a défini donc, le why, le how et le what. Je suis revenue encore une fois voir ma psychologue en disant « c'est bon, je connais le pourquoi, le comment je vais le faire, le quoi, je suis OK, je peux me remettre à bosser. » Elle m'a dit bah, « écoute, fais gaffe Estelle, parce que des fois, il y a des personnes qui se sentent ça y est, je suis plus en burn-out, c'est génial. » Mais au fond d'eux, ils ont quand même besoin d'un peu d'accompagnement. Ça ne se passe pas non plus comme ça, revenir comme ça sur le terrain du travail, c'est compliqué. Du coup, elle m'a dit, bah, tu devrais un petit peu faire attention à avoir un expert avec toi, faire quelques petits points pour voir si ça va bien. Et en fait, je me suis posé la question, si les psys nous aident à un petit peu faire des checkpoints en disant je vais bien, tout va bien, je peux passer au suivant, j'ai eu un bon retour, elle m'a dit que j'allais mieux, ok, je vais dans la bonne voie. Ça ressemble un petit peu à un UX designer pour notre application. Vous savez, la personne qui va valider ok en amont si les écrans sont bien conçus, mais aussi à la fin, pour déterminer tous les feedbacks et être sûr finalement qu'on est dans la bonne voie, que les utilisateurs ont bien compris et qu'on peut corriger aussi quelques éléments parce que le UX designer fait beaucoup de tests avec les utilisateurs, on a beaucoup d'éléments après à corriger. Donc c'est bien, ça fait vivre un peu l'appli et on est sûr d'aller dans la bonne direction. Du coup, ce que je me suis dit, c'est ok, on va peut-être mettre en place des ateliers utilisateurs UX pour valider qu'à la fin de ma sortie, une fois que les développements ont été faits et qui ont été déployés, bah, ça correspond bien à mon why, à mon how et à mon what. Vous me suivez? Du coup, on va lancer des tests utilisateurs. Je n'ai pas fait n'importe quel test. J'ai fait des tests ultra simples que vous tous, vous pouvez réaliser. Vous pouvez les même réaliser entre développeurs, même pas besoin d'avoir des utilisateurs avec vous. Et c'est des tests qui coûtent très peu cher en temps aussi. Donc, on va les passer les uns après les autres. Mais ce qui est important de souligner ici, c'est que les ateliers utilisateurs vous permettent de savoir si voilà, vous allez dans le bon et s'il n'y a pas des choses encore un petit peu à corriger. Le premier, il est assez simple et il permet de valider que votre design est bien compris. C'est le test des 5 secondes. Est-ce que certains d'entre vous le connaissent? Ok, merci. Ce test-là, en fait, il est très simple et vous allez voir, c'est assez parlant. Qui dit 5 secondes dit... Vous allez voir un écran pendant 5 secondes
et hop, l'écran va disparaître. Enfin, vous allez l'enlever. Et le principe, c'est que vos utilisateurs doivent le redessiner, ou entre guillemets, se le rappeler, pour voir s'ils ont bien réussi à avoir un petit peu l'essence même de l'écran. Ça vous semble simple, mais ça ne l'est pas. Les 5 secondes passent hyper vite. Et ce qui arrive souvent, c'est que du coup, on voit quelques petits éléments, mais on ne voit pas trop pourquoi il y a cet écran, à quoi il sert, comment ça marche. Donc, ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on fait le même test avec 10 secondes et on referme. Puis ensuite avec 15 secondes et on referme. Et ça va vous permettre d'avoir les premières impressions de l'utilisateur, voir s'ils ont compris l'objectif de l'écran, voir s'ils ont aimé ou pas l'esthétique, s'ils l'ont bien vu au départ, s'ils y sont réceptifs. Et ça vous permet aussi de voir s'ils ont bien vu tous les éléments de votre interface. Vous savez, le bouton souvent qui est assez important que vous mettez en haut à gauche pour, je sais pas, désactiver ou activer quelque chose. Ben ça, souvent, moi, dans mon cas, avec ce cas-là, personne ne l'a vu. Personne. Donc du coup, je me suis dit, ben, il va peut-être falloir que ce bouton, je le mette ailleurs. On a fait un exemple avec mes collègues sur un outil qui est concurrentiel au nôtre, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils avaient, qu'est-ce qu'ils avaient retenu de l'écran. Et c'est un outil développé par Google, donc autant s'inspirer des grands. On a fait le test pendant 5 secondes. Et un des développeurs m'a dessiné ça. C'est assez intéressant, parce que les 5 premières secondes sont ultra importantes dans ce test. Ça vous permet de savoir s'il a bien compris la navigation, s'il a bien trouvé les regroupements fonctionnels de l'écran, et s'il a bien vu les actions primaires. S'il ne voit pas ça, soit votre écran est très complexe et on a du mal à se naviguer dedans, soit peut-être parce que c'est pas la personne que vous avez interviewée, peut-être pas une bonne cible aussi, ou soit peut-être parce que c'était pas le moment, ces 5 secondes ont été un petit peu rapides, vous avez fait que 3, bon bref. Mais normalement, vous avez toujours ces 3 indications-là. Le workflow, les regroupements fonctionnels et les actions principales. Et c'est ce qu'a fait Arnaud, du coup. Il a trouvé la barre de navigation en haut, il a trouvé les regroupements fonctionnels qui sont la partie un peu dashboarding et le tableau, et il a quand même trouvé les boutons d'action primaires. On l'a refait, Arnaud l'a redessiné, et au bout de 10 secondes, Arnaud a eu un peu plus d'éléments. Pas beaucoup plus au niveau de la navigation, quoique il a vu des couleurs, il a vu des logos, et il a aussi pu compléter un petit peu les actions secondaires du tableau. Et il a trouvé encore une autre action qui était l'ajout de ligne. Alors l'ajout de ligne, pour moi, c'est plus une action primaire. Et vous avez vu, là, il n'a pas trop vu. Alors peut-être que c'était fait exprès pour Google, ou peut-être pas. À voir. On peut refaire ce test-là avec plein d'utilisateurs. Et les 15 secondes, paf. Il nous a bien détaillé la navigation, c'est chouette. Il a revu tous les regroupements fonctionnels, c'est chouette aussi. Par contre, il a ajouté la navigation secondaire, qui sont les tabs en haut. Il a trouvé plein de couleurs qu'il n'avait pas vues au départ. Et c'est vrai, hein, c'est les couleurs qu'il n'avait pas forcément vues. Hein. Au début, tout lui semblait blanc. Okay. Et il a complété notre tableau en lui ajoutant plein d'actions. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ça ne coûte pas grand-chose, comme je vous ai dit. C'est fait en moins de quelques minutes. Il y a besoin de papier et de stylo. Et ça vous permet de savoir si votre hiérarchie d'écran et le but de votre écran a bien été compris en quelques secondes. Ensuite, en notre atelier UX, on va avoir quelque chose que je pense que vous avez déjà fait. Mais je vais remettre un peu l'accent dessus. C'est les scénarios utilisateurs. Vous savez, vous prenez une personne, vous la mettez devant votre proto ou devant votre application et vous lui dites, ben voilà, je t'ai fait un espèce de petit test, suis-le et on va voir si tu marches, si ça marche, si tu arrives à la fin. En l'occurrence, la ménagère n'y est pas arrivée dans la petite BD de Comistrip. Et ce qui fait très rire, c'est que c'est à ce moment-là qu'ils font « Ah ouais, il va falloir peut-être revoir toute l'UX ». Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Après, c'est le bon moment. C'est à ce moment-là qu'il faut se dire « Ok, on n'est pas allé jusqu'au déploiement, donc c'est le bon moment pour intervenir ». Mais clairement, c'est assez simple. Vous préparez un petit guide d'utilisation avec toutes les données que la personne doit remplir. Et là, le plus important, vous vous mettez derrière elle et vous ne la quittez pas des yeux, la souris, son regard, ce qu'elle va noter. Et c'est ça le plus important, c'est le non-verbal. C'est ce qu'elle ne va pas dire. Vous essayez de voir, vous faites des captures d'écran, et même vous faites une capture de l'écran vidéo, et vous essayez de voir les trajets qu'elle fait avec la souris, pour montrer si les boutons sont au bon endroit. Vous essayez de voir s'il n'y a pas des bugs qui apparaissent aussi, ça c'est possible. Et vous essayez aussi de voir si elle arrive à tout trouver toute seule sans explication. Bien sûr, si elle galère au bout d'un moment, aidez-la.
Mais ça vous permet de voir si au niveau UX, tout est assez smooth, fluide, et si la personne va arriver rapidement à finir votre test. Et le dernier test UX que je vais vous parler, qui coûte aussi pas grand-chose, c'est la complétion de phrases. Après que votre utilisateur ait fait un petit test ou ait fait un jeu des 5 secondes, ce qui est bien avec complétion de phrases, vous l'envoyez ou vous le faites remplir à la fin. Ça ne dure pas longtemps et vous essayez de voir un peu le champ lexical que va ressortir cette personne-là. Par exemple, utiliser notre Terra l'Octopus, c'est comment? Les fonctionnalités de Terra, elles sont comment? Elles sont complexes, elles te permettent de gagner du temps, elles sont pas visibles, elles sont jolies. Voilà. Vous prenez tout ce champ lexical-là. Et vous essayez après de faire soit des nuages de points, soit vous essayez de voir si certains utilisateurs ont vraiment les mêmes points qui sont revenus. Vous essayez d'aller un peu plus dans le détail. Et vous pouvez faire aussi des échelles du UX aussi, c'est super important. Je pourrais en discuter après, mais j'ai pas trop le temps. Mais en tout cas, ça vous donne une bonne perception de comment a vécu, que ressent l'utilisateur au moment où il a testé. Du coup, on est bon. On sait comment faire pour créer des nouvelles fonctionnalités, voir que ça correspond bien à notre but. Et on a fini, on a vu que tous les feedbacks correspondaient bien à ce qu'on voulait faire au départ, ou pas. Qu'est-ce qu'on peut faire par la suite? Quelle est la 4e étape qu'on peut refaire? Au final, c'est d'éviter toute surcharge future. Alors oui, c'est ballot quand on dit ça, comment je fais? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est pas toujours facile. Et au final, je me suis dit, pour éviter toute surcharge future pour notre application, rien de mieux que de connecter des outils un peu plus intelligents, automatiser un peu tout le processus et avoir des petites alertes pour savoir si mes utilisateurs sont pas trop bloqués, sont pas trop perdus. Et j'ai pensé à des outils d'analytique qui sont assez connus, comme Google Analytics ou encore Hotjar pour tout ce qui est création d'heatmap, c'est dur à dire. Et ça paraît basique à connecter. Alors oui, d'accord, moi je fais du web, donc c'est facile à implémenter. Mais derrière, ça vous permet d'avoir des infos assez sympas. Le nombre de users qui étaient connectés, qui sont actifs, le nombre de temps qui sont restés dans l'application, le nombre de sessions, enfin plein de choses. Et ça vous permet surtout de savoir si vous en avez perdu, combien de temps en moyenne il reste sur votre appli. Nous, on est allé un peu plus loin dans la boîte où j'étais avant en connectant un petit élément sur chaque bouton pour essayer de reconstruire un petit peu le parcours utilisateur, pour voir à quel moment il avait coupé sa session, à quel moment il était parti. Et tout ça, c'est des infos en or. Bon, vous savez déjà, dans la pub, on fait ça, hein, on récupère toutes vos infos pour le vendre ailleurs. Mais autant que chez nous, on le fasse pour des bonnes raisons. Et ensuite, il y a Hotjar qui vous permet d'avoir des heatmaps, donc des cartes pour savoir où est-ce qu'il a baladé sa souris, où est-ce qu'il a cliqué, quelles actions principales il a le plus vues, et savoir clairement comment est vue votre application et où est-ce qu'on va cliquer le plus souvent. Voir s'il y a par exemple un bouton qu'on ne voit pas, qui n'a jamais été cliqué. Donc voilà, petit bilan du coup. Je vous ai beaucoup parlé, mais vous allez me dire, ouais, tu nous as listé un peu plein de choses, plein d'ateliers, mais qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors tout simplement, ok, je vous ai barbé avec ça, mais c'est ultra important. Je sais que tout à l'heure, ce matin, François vous en a parlé pour les microservices, mais avant de commencer, il faut toujours vous poser la question, pourquoi je fais ça? Dans quel but? Même Hubert, tout à l'heure, vous a dit ça pour les web et les frameworks. Mais si vous voulez utiliser un nouveau framework qui est juste incroyable, que vous avez trop envie d'ajouter, demandez-vous pourquoi et qu'est-ce que ça va faire, quelle solution ça va apporter. C'est pareil pour votre application. Quand vous avez une nouvelle feature, demandez-vous pourquoi, dans quel but ça va aider mon user et est-ce que ça va être est-ce que ça va être un complément est-ce que ça va aller dans le sens de ma stratégie produit. Et j'ai même envie de rajouter un petit truc à ce Golden Circle, et de rajouter le cercle How far. How far do you go with your vision? C'est-à-dire à quel moment on est sûr que notre vision est aboutie. Est-ce qu'on ne peut pas faire des ateliers par la suite avec des utilisateurs pour être sûr que ce qu'on a fait au-dessus est bien compris? Et même pour aller encore plus loin, je vous dirais que sans le savoir, on a finalement créé 4 piliers de simplification avec nos 4 éléments. Le premier pilier, ça a été l'analyse. On s'est demandé pourquoi on est là, quelles sont nos valeurs, quel est notre but.
Ensuite, on est allé un peu plus du côté de la définition de l'idéation, comme on appelle ça, c'est-à-dire la génération d'idées. Comment on va faire ça? Comment on va établir notre but? Ensuite, on a été sur le prototypage, le test avec notre partie UX. Et à la fin, on a essayé d'avoir pas mal de feedback, alors automatique ou pas, mais pour être sûr qu'au fur et à mesure de la vie du produit, on est toujours dans le bon, on est toujours dans le vrai. Et ça, finalement, ça vous rappelle pas quelque chose? Soit je vous ai perdu, soit vous dormez, soit vous ne savez pas. Un des trois. Du coup, moi, ça me rappelle le design thinking. Alors oui, il y avait 4 piliers, là il y a 5 phases. Oui, c'est pas pareil. Le design thinking, en fait, c'est une approche qui est utilisée dans l'UX pour essayer de bien concevoir ses applications. Et du coup, surtout, aussi de bien comprendre ses utilisateurs et dans quel but on va faire quoi. Il y a une première phase d'empathie, comme je vous l'ai dit, où là, notre but, ça va être de comprendre l'utilisateur, d'essayer de savoir ce qu'il pense, ce qu'il voit, ce qu'il touche. Vous allez avoir une partie de définition, comme on a fait avec notre carte sorting, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire, comment on va essayer de lui apporter ce qu'on sait faire, que notre intelligence à nous. Ensuite, on va avoir une partie d'idéation, de création, de fusion d'idées, pour être sûr que pour imaginer plein de solutions. Bref, prototype et test. Et c'est quelque chose en fait que vous pouvez faire de manière itérative. Les gens qui me disent que le design thinking, c'est du cascade, c'est du cycle en V, je peux le tuer maintenant. Mais en tout cas, il n'y a rien qui vous oblige de faire ça de manière itérative, mais vous pouvez revenir à chaque phase si vous sentez qu'il y a des phases que vous avez loupées, qui n'ont pas été bien comprises. Donc c'est à vous aussi, en tant que développeur qui fait partie d'un projet, n'importe quel soit, enfin, vous en foutez d'être à n'importe quel job, mais le but, c'est de savoir bien ce que vous faisiez et comment, enfin, ce que vous faites et comment vous le faites. Merci beaucoup.